Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci de vous connecter, de partager massivement. Excusez-moi un peu, je veux juste vérifier quelque chose. Je veux vérifier quelque chose. Alors, bon. Le temps que vous partagez, on en a peut-être pour 2 ou 3 minutes de partage. Ensuite, je vérifie quelque chose. Oh. Oui. Enregistrer. Ok. Continuer. Pim. Validé. C'est validé. Voilà, donc. Bonsoir la famille. Bonsoir. Merci pour le partage que vous êtes en train de faire. C'est très important parce que nous faisons dans la sensibilisation. Nous ne sommes ni dans le Congo-Ça, nous ne sommes pas des artistes, nous ne sommes pas des musiciens ou des comédiens. Nous faisons de la sensibilisation. Et pour participer à la sensibilisation, pour éveiller le peuple, il faut faire un maximum de partage. Partagez massivement et surtout envoyer beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs, pourquoi? Pour, n'est-ce pas, empêcher que les signalements prennent le dessus parce qu'ils sont très nombreux à signaler. D'abord, je vais dire encore bonsoir à toute la communauté qui me suit déjà depuis des années aujourd'hui. Je vais dire depuis 2017, vous êtes très nombreux à m'appeler, à me soutenir, à m'envoyer des messages de soutien. Je vois tous vos messages, même si je ne réponds pas à certains. Sachez que je vous porte dans mon cœur parce que vous êtes fidèles. Vous êtes l'exemple même de la loyauté. Après tous les vents et marées que nous avons traversés, vous avez toujours été des personnes loyales. Vous avez toujours été là. Vous avez toujours cru en nous. Vous n'avez jamais été des personnes de peu de foi. Il y a certaines petites personnes qui sont un peu évasives, mais je les comprends. Vous savez, quand les gens n'ont pas été habitués à certaines choses, ce n'est que normal qu'ils se laissent embarquer et embrouiller, n'est-ce pas, par X ou par Y. Alors, je ne vais pas commencer ce live ce soir sans vous dire merci d'être là, merci d'avoir toujours été là et merci de continuer d'être là. Merci pour votre soutien, merci pour vos multiples messages d'encouragement, merci pour les partages et pour les cœurs que vous envoyez ce soir. D'ailleurs, je vais vous demander d'envoyer beaucoup de cœurs, n'est-ce pas, pour ces enseignants patriotes, les vrais patriotes, parce que ils aiment réellement leur pays. C'est pour ça qu'ils acceptent d'aller travailler sans salaire. Ce sont des vrais patriotes. Et je veux que vous leur envoyez un maximum de cœurs possible. Mettez autant de cœurs que vous pouvez sur cette vidéo, n'est-ce pas, pour remercier le patriotisme de nos enseignants. Si tu connais un enseignant qui t'a marqué pendant ta jeunesse, pendant tes années lycée, pendant tes années d'école, à l'école publique, mentionne son nom ici en commentaire. Si tu te rappelles d'un de tes enseignants, même si c'est l'enseignant, même si c'est le surveillant général, même si c'est le proviseur, le censeur, même si c'est l'intendant, n'importe qui t'a marqué durant tes années scolaires, parce qu'il y a toujours un qui nous a marqué durant nos années scolaires, il faut le mentionner ici. Donc, je vais dire bonsoir, n'est-ce pas, à notre surveillant général à l'époque qui s'appelait, on l'avait surnommé Monsieur de Perruque. De Perruque, pourquoi? Parce que le monsieur avait une coupe de cheveux, un genre comme ça là. Il t'a dit, le gars, il était toujours propre, en veste, bien sapé. Il s'appelait, on l'avait nommé Monsieur de Perruque. Donc son nom de Perruque là est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. C'est un homme qui m'a marqué durant mes années scolaires. Il y a également mon enseignant, mon professeur d'anglais. À l'époque, elle m'a enseigné pendant 3 classes, Madame Ekbe. Madame Ekbe que j'aimais beaucoup déranger et j'aimais dribbler ses cours. Parce que oui, à l'époque, vous savez qu'il y a certaines langues que nous, on n'aimait pas. Chacun ici parmi nous avait une langue qu'il n'aimait pas. Moi, je n'aimais pas l'anglais. Mais Madame Ekbe était une jeune dame, bien. À l'époque même, elle, je pense que c'était la 2e année où elle m'enseignait, elle était même enceinte, on aimait trop la déranger. Et donc, quand elle arrivait en classe, nous, mes camarades et moi, nous étions 3. On dérangeait beaucoup. Donc, quand elle arrivait en classe, nous, on profitait, on entrait dans le plafond, on escaladait et on sautait et on était parti. Donc, chaque fois que Madame Ekbe, lorsqu'elle avait constaté ça, effectivement, elle avait rendu compte au surveillant général, Monsieur Desperruques,
Et donc, lui, quand il savait que nous, on a cours d'anglais. Il savait que nous, on a cours d'anglais. Le gars venait directement, il attend. Il attend derrière la salle de classe. Parce qu'il savait, on lui avait dit. Donc, il savait que nous, on allait atterrir là-bas. Donc, le gars était venu une fois. Bang! Il nous a attrapés. Il nous a chicoté. Oh! Il nous a chicoté. Ouah! Ouah! Ah, non, 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 non. Et depuis là, quand il nous a ramenés en classe maintenant, chaque fois, Madame Egbe, comme on était assis au dernier banc, Madame Egbe nous a changé, nous a mis au premier banc. Et chaque fois, quand elle entrait en classe, elle disait toujours, Where is Mr. Chassem? D'abord, c'était le premier mot, la première chose que Madame Egbe, elle était ressortie, ça vous pouvez bien l'imaginer, elle était, n'est-ce pas, du côté anglophone. Madame Egbe, elle disait, Where is the Chassem? Donc si je n'étais pas à ma place et que j'étais allé peut-être m'asseoir au milieu ou au fond, elle dit, Where is the Chassem? Yes, come and sit down here. Donc voilà les premiers mots que moi j'avais retenus en anglais, come and sit down here. Et elle parlait l'anglais là tellement finement, tellement souchement, tellement ngulmetiquement que toi-même tu restais comme ça, tu disais que mais la mère si elle était seulement United States ou bien elle était ou non. Donc en fait c'était ça. Rendons hommage à nos enseignants parce que ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Rendons hommage à ces enseignants parce que c'est un corps à valoriser. Pour un pays qui veut se développer, il faut valoriser le corps enseignant. Tout le monde passe par le corps enseignant pour espérer, n'est-ce pas, travailler dans l'administration, être préfet, sous-préfet, magistrat, n'importe quoi, juge, ministre. Il faut automatiquement faire des études dans le jargon actuel. Et là, pour faire les études, qui dit faire les études, dit passer entre les mains d'un enseignant. Et rappelle-toi, pendant toute ta vie, pendant au moins 20 ans de ta vie, pour ceux qui veulent faire les longues études, pendant au moins 20 ans de ta vie, tu passes du temps avec ton enseignant plus que tu ne passes du temps avec tes parents. Pendant au moins 20 ans de ta vie, quand tu veux faire de longues études. Donc, les enseignants sont comme nos deuxièmes parents, c'est comme notre deuxième famille. Et à mon époque, quand tu marchais et que tu voyais un de tes professeurs à distance, tu changeais de chemin. Tu changeais de chemin. Les gars, mentionnez le nom d'un de vos enseignants qui vous a marqué. Mentionnez en commentaire, je vous en prie. Rendons hommage à ces personnes qui ont pris soin de nous, qui ont voulu faire de nous des grands hommes de demain. Même si certains d'entre nous sommes devenus des voyous et des délinquants, lorsqu'un enseignant te prend en charge, ce n'est pas pour faire de toi un voyou ni un délinquant. Non, il te prend en charge pour que tu sois un homme demain. Donc, respectons, valorisons nos enseignants. J'ai un message pour les hommes en tenue qu'on utilise toujours pour la répression. Vous tous, vous êtes passés entre les mains d'un enseignant. Pour être où vous êtes passés entre les mains d'un enseignant. J'ai envie de parler aux magistrats qu'on va instrumentaliser demain pour enfermer ces enseignants-là. Parce que vous êtes en train de vouloir manigancer pour arrêter certains et les enfermer. Nous sommes au courant. J'ai envie de vous dire que vous êtes passés entre les mains d'un enseignant. Vous tous êtes passés entre les mains d'un enseignant. J'ai envie de dire à tous les colonels ou alors les colonels, les commandants ou les commandos, que ce soit n'importe qui, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la justice. Vous êtes tous passés entre les mains d'un enseignant. Donc, vous êtes tous redevables à un enseignant. Si aujourd'hui, au Cameroun, on demande aux enseignants de faire le sacerdoce, c'est la haute sorcellerie. Grégoire Owona, qui dit que les enseignants avaient supporté, ils doivent continuer de supporter. D'accord, ils avaient supporté, ils doivent continuer de supporter. Mais pourquoi vous, les ministres, Grégoire Owona, qui est ministre depuis l'époque de Mathusalem, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas de travailler sans salaire? Pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas de travailler sans véhicule de fonction? Pourquoi est-ce que les ministres doivent avoir des véhicules de fonction à hauteur de dizaines de millions et les enseignants doivent marcher, aller à pied? Les gars, faites un maximum de partage, je vous en prie, faites un maximum de partage. Soyons vraiment très nombreux. Parce que ce que j'ai à dire ce soir, c'est très catastrophique. Et ne pas être nombreux ne sera pas bon parce que le message n'ira pas très loin. Soyons très nombreux. Faites seulement un maximum de partage. Faisons au moins 3000 partages ce soir. Minimum 3000 partages. Donc, partagez, ne vous arrêtez pas de partager. J'étais de disant ce que Grégoire Owona, qui est ministre depuis l'époque de Mathusalem,
Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas le sacerdoce? Il demande aux enseignants de faire le sacerdoce. Au même moment, ils offrent des véhicules d'au moins 60 millions l'unité ou 40 millions, je ne sais plus trop. Mais quand même, les véhicules là ne coûtent pas moins de 40 millions. Ils offrent des véhicules de moins de 40 millions l'unité aux préfets, aux sous-préfets, aux gouverneurs. Pourquoi est-ce que les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs ne font pas aussi le sacerdoce? Pourquoi est-ce que ce sont les enseignants qui doivent faire le sacerdoce? Continuez de mentionner le nom d'un enseignant qui vous a marqué pendant vos années scolaires. Continuez de mentionner leur nom. Apportons-leur notre soutien parce que certains d'entre eux sont certainement morts. Vous n'êtes même pas au courant. Certains d'entre eux sont morts sans salaire. Certains d'entre eux, à l'époque où ils nous enseignaient, n'avaient même pas de salaire. Et ils sont morts. J'ai dit, certains de nos enseignants, à l'époque où ils nous enseignaient, imaginez, n'avaient même pas de salaire. Et certains d'entre eux sont morts sans jamais toucher leur salaire. Certains d'entre eux sont morts sans jamais être intégrés dans la fonction publique. Donc, mentionnez leur nom ici, n'est-ce pas, pour leur rendre hommage. S'ils sont encore vivants, ils sauront. S'ils sont déjà morts, leurs familles au moins seront réconfortées. Mentionnez-les, c'est très important. Donc, j'étais de disant ce qu'on demande aux enseignants de faire le sacerdoce. Pendant ce temps, on offre les véhicules de 40 ou 60 millions l'unité aux gouverneurs, aux préfets, aux sous-préfets. C'est quoi l'urgence? Vous ne voyez pas que c'est une insulte envers ces soldats de la craie? Pourquoi vous ne demandez pas aux militaires et aux policiers de travailler 10 ans sans salaire, comme vous faites subir aux enseignants? Pourquoi est-ce que c'est seulement aux enseignants? Pourquoi les problèmes du pays arrivent seulement au niveau des enseignants? Pourquoi c'est seulement les autres corps, sauf l'armée, la police, la gendarmerie? Pourquoi, sauf l'armée, la police, la gendarmerie, je répète encore, pourquoi est-ce que vous faites seulement ça aux corps comme les enseignants, les médecins? Surtout les deux corps-là, les enseignants et les médecins sont très négligés au Cameroun et c'est fait à dessein. Je vous ai expliqué ça dans 2 vidéos. C'est comme ça qu'une dictature fonctionne. Pourquoi est-ce que vous donnez toujours le salaire des policiers, des gendarmes et des militaires à temps? Et le salaire des policiers, des militaires, des gendarmes, c'est en cash qu'on leur donne. D'ailleurs, les militaires ont une certaine banque là-bas au centre-ville. Juste derrière le Djega, ou c'est en face du Djega Palace. Je crois que c'est à côté du Djega Palace. À côté du Djega Palace, les militaires ont une banque spéciale là-bas, là où ils partent prendre l'argent chaque mois. Pourquoi est-ce que quand c'est les militaires, les gendarmes, les policiers, vous donnez vite leur argent? Eh bien, c'est parce que vous savez que vous instrumentalisez ces gens. Vous instrumentalisez les militaires, les policiers, les gendarmes, parce que vous savez que tout votre pouvoir est basé sur eux. Vous savez que vous les utilisez pour la répression. C'est pour ça que vous ne pouvez pas manquer de leur donner leur salaire. Vous savez que vous les utilisez comme des mercenaires. Les policiers, les militaires, les gendarmes ne sont pas l'ami des populations, les amis, excusez-moi, des populations au Cameroun. Lorsque quelqu'un voit un policier, il n'est pas content. Quand quelqu'un voit un gendarme, il n'est pas content. Quand quelqu'un voit un militaire, il n'est pas content. Ils sont presque les ennemis des populations civiles. La façon dont ils maltraitent les populations civiles, c'est parce qu'ils savent que ils sont des personnes qui sont soutenues par les autorités en place parce que les autorités, ils en sont conscients, les utilisent pour la répression. Ils les utilisent pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi le salaire des policiers, des militaires, des gendarmes va toujours passer. Même quand il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État. Le régime Biya va aller voir les bailleurs de fonds. Ils vont prendre l'argent là-bas à hauteur des milliards pour payer les militaires, les gendarmes, les policiers. Parce qu'ils savent que ce sont les militaires, les gendarmes, les policiers qui maintiennent leur pouvoir. La dictature fonctionne comment? Pour qu'un dictateur se maintienne au pouvoir, observez bien, il va toujours tuer les 2 secteurs qui sont pourtant les secteurs fondamentaux pour le développement et l'avenir d'un pays. Hein. La santé et l'éducation. L'éducation beaucoup plus. Le dictateur va détruire le système éducatif. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il fait pour se maintenir au pouvoir. Parce que quand un peuple n'est pas assez éduqué, assez éveillé, il ne peut pas connaître quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, à quel moment il doit se lever. Ici en France, dès le plus bas âge, on apprend déjà
ce que c'est que les droits et les devoirs aux enfants, ce que les politiciens doivent et ne doivent pas faire. Quels sont tes droits, quels sont tes devoirs? On leur enseigne même un peu quelques préambules de la Constitution et tout ça. L'éducation qu'on donne aux enfants ici est complètement différente de l'éducation qu'on donne à nos enfants là-bas chez nous. Ce n'est pas pour rien. C'est fait à dessein. Les dictateurs doivent absolument maintenir le peuple à un certain niveau. Et pendant ce temps, ces mêmes dictateurs vont faire quoi? Ils vont envoyer leurs propres enfants dans des grandes écoles, les écoles de référence, pour que leurs enfants puissent prendre la relève demain. C'est comme ça qu'une dictature fonctionne. Le dictateur ne va pas te faciliter l'accès aux soins. N'ayant pas la facilité à l'accès aux soins, tu seras tout le temps préoccupé par ta santé. Tu seras tout le temps préoccupé, tu ne seras préoccupé par rien d'autre. On va t'éduquer dans le genre, tu vas te lever le matin, tu vas aller te battre. Tu as la licence, tu fais le call box, on met dans ta tête que c'est normal. On va te dire tout le monde ne peut pas être fonctionnaire parce qu'on a mis dans ta tête qu'il faut d'abord être fonctionnaire. Dès le bas âge, on te dit que c'est bien si tu es fonctionnaire. Donc on met le fonctionnaire devant toi comme un dieu, comme quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc on t'enseigne déjà que non, tu vas être fonctionnaire. Et maintenant demain, quand tu as tes diplômes, on te dit tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Va d'abord te battre avec l'eau glacée à Mokolo. Va d'abord te battre en vendant les chaussures. Va d'abord te battre en vendant ceci, cela. On te tue psychologiquement. On te contrôle. C'est comme ça. La dictature fonctionne comme ça. Je ne vais pas trop entrer dans les petits détails. Je vais vous expliquer ça dans 2 petites vidéos que je vous invite d'aller suivre et de partager. La santé. Le dictateur. Vous allez remarquer que la majorité des dictateurs sur cette planète ne se soignent jamais dans leur pays. Ils vont toujours aller se soigner ailleurs. Parce que dans leur tête, ils savent très bien que même dans le domaine de la santé, on passe par l'éducation. Pour que les docteurs soient bien formés, il faut qu'il y ait des bonnes écoles qui forment les bons docteurs. Le dictateur sait consciencieusement qu'il n'a pas favorisé l'éducation dans son pays. Donc du coup, dans sa tête, dans son subconscient, c'est que les écoles de son pays ne donnent pas de bons médecins. Et au-dessus de ça, il n'a pas mis l'accent sur la construction des hôpitaux. Il n'a pas facilité l'accès aux hôpitaux à ces populations. Il le fait à dessein pour que les populations soient préoccupées. Et comme ça, pendant ce temps, lorsque lui il est malade, il va aller dans les grands pays, là où il sait que là-bas, il y a les grands docteurs, les grands professeurs, les grands hôpitaux, vraiment un cadre agréable et accueillant. Il y a tout là-bas. Il le sait, il sait pertinemment qu'il n'y a pas ça dans son pays. Raison pour laquelle quand Paul Biya est malade, il part en Suisse, il part en France. Le fait, c'est vous dire que les gars, je sais qu'il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun, tout simplement. Continuez de mentionner un professeur qui vous a marqué durant vos années scolaires. C'est très important. C'est très important. Je faisais un peu cette petite, je racontais un peu tout ce que j'étais en train de raconter là tout à l'heure pour rendre hommage à ces enseignants qui tiennent le coup. Pour certains qui ont travaillé durant des années sans salaire, sans intégration, rien. Il faut être vraiment patriote pour le faire. Il faut aimer son pays pour faire ça. Vous êtes des vrais patriotes, les soldats de la craie. Les patriotes, ce ne sont pas les gens qu'on envoie tuer les revendicateurs, non. Les patriotes, c'est vous, mes chers enseignants. Et vous avez tout notre soutien. Vous avez tout notre soutien. Surtout, maintenez le cap. Ne cédez pas au chantage que le gouvernement a commencé à faire. J'ai vu une note d'Atangandi où il dit qu'il vous traite de tous les noms. Non. Balayez ça du revers de la main. Et continuez votre mouvement de grève que vous avez engagé. C'est très important. Tenez le cap. Sachez que vous avez le soutien de tout le peuple camerounais. Parce que les Camerounais savent que le problème des enseignants, c'est leur problème. Le problème des enseignants, c'est le problème de toutes les couches sociales. Soutenons nos enseignants. J'ai appris qu'il y a le corps soignant et les transporteurs qui veulent rejoindre les grèves. C'est bien. Soutenons nos enseignants et profitons de leurs revendications pour revendiquer aussi pour nous. Maintenant, nous allons revenir dans le vif du sujet parce que je vois que nous sommes assez nombreux. La modification de la Constitution dans le but de créer le poste de vice-président de la République du Cameroun. Il faut qu'on soit d'accord. Le problème ici, ce n'est pas
ce projet de loi ou bien cette modification de la Constitution. Le problème ici, ce n'est pas la création du poste de vice-président. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est Ngongo qui veut être vice-président. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. Et pour ceux qui me suivent depuis, vous savez, c'était très exactement le 11 mai. Voilà, vous voyez, 11 mai 2019. C'était le 11 mai 2019 que j'annonçais effectivement ce projet de loi. J'étais le tout premier à l'annoncer ici. C'était le 11 mai 2019. Je vous annonçais, à la suite, n'est-ce pas, de la délégation permanente de signature à Ferdinand Ngongo, quelqu'un m'avait soufflé qu'ils étaient en train de mettre en place ce projet de loi dans le but de mettre Ferdinand Ngongo comme vice-président. Ensuite, annoncer l'incapacité de Paul Biya pour que le successeur constitutionnel ne soit plus le président du Sénat, mais le vice-président. Et il allait maintenant profiter de ça pour tout chambouler, se maintenir au pouvoir et perpétuer leur règne. C'est le plan. Ça a été le plan à l'époque. C'est toujours le plan jusqu'aujourd'hui. À l'époque, quand j'ai lancé la lettre, ça a fait des grabuges à Yaoundé, tout. Ils ont pris le dossier, ils ont d'abord mis dans le tiroir parce que ça criait vraiment trop. Et vous savez que 2019, c'était le 11 mai 2000. Vous savez, 2019, c'est une année où on a vraiment bouillonné ici en diaspora, notamment avec la marche qui suivait le 18 mai 2019. Donc, le 18 mai a réuni tellement de personnes que même Paris a appelé Yaoundé pour leur dire que là où vous voyez là, donc, si vous essayez l'affaire là, ça va capoter. Gardez d'abord, attendons que les choses se calment et après on va relancer ça. C'est un petit problème. Donc, la pseudo-réélection de Paul Biya, c'est-à-dire la reconduction de Paul Biya au poste de président de la République, cachait en réalité ce projet. Pour ceux qui doutent, je vais vous faire écouter le direct que j'avais fait ce jour. C'était le 11 mai 2019. J'étais à Paris. Vous allez écouter. Pour savoir que ce n'est pas le jeu. Excusez-moi, je vais un peu avancer, hein, parce que... Maintenant, Chantal est là. La suivi de l'espèce que nous avons communément nommée l'espèce sardinard. Ils sont en train de préparer cette suivi. En fait, ils ont déjà franchi plusieurs étapes. En réalité, le plus difficile a été fait. Ce que nous avons annoncé ici, même avant la présidence, que même la candidature de Paul Biya que vous voyez là, c'est en préparation à une succession. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils sont déjà arrivés à l'étape, ils ont franchi l'étape la plus difficile, celle de donner le pouvoir de la signature de la présidence de la République à Ferdinand Ngongo. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, Chantal Biya et Ferdinand Ngongo sont en train de se préparer à nommer un vice-président de la République. Voilà ce qui est en train de se passer. Oh, qu'est-ce que j'ai même écrit? Je ne me rappelle même pas de ce que j'ai écrit sur l'antenne. Bref, je vais regarder encore tout à l'heure. Donc, ils sont en train de nommer un vice-président de la République qui sera le successeur constitutionnel. C'est-à-dire, le vice-président de la République, là, qui sera de leur clan, sera au-dessus de Nia Difendi et de... il s'appelle encore comment? Un Kaba-Yogé Djibril. Voilà exactement ce qui est en train de se préparer à l'heure où je suis en train de vous parler. Cette histoire qu'ils ont sortie en parlant de dialogue, laissez-moi vous dire, ils ne sont pas dedans. Ils font semblant d'aller rencontrer parce qu'ils ont la pression internationale. Ils font juste semblant pour montrer aux yeux du monde qu'ils sont en train de faire des efforts. En réalité, ils ne font aucun effort. Allez bien lire. Allez écouter la vidéo du Premier ministre quand il parlait. Il dit bien que le gouvernement est prêt à dialoguer, mais ils ne vont pas parler de la forme de l'État. C'est le même langage qu'ils tiennent depuis, mais d'une autre façon. Parce que les revendications naissent du fait de la forme de l'État. Alors refuser de parler de la forme de l'État, c'est refuser de dialoguer.
Je ne vais pas vous laisser écouter longtemps. Je vous ai juste mis le début. C'est une vidéo de 30 minutes. Donc, je ne vais pas vous faire écouter une vidéo de 30 minutes. Mais à l'époque, je vous annonçais déjà effectivement ce projet-ci qui m'avait été soufflé, je le dis même dans la vidéo, par quelqu'un que je connaissais qui travaillait au cabinet civil. Quelqu'un dont je n'ai plus de nouvelles aujourd'hui. Je n'ai plus de ces nouvelles depuis là, plus rien. Depuis, ça fait déjà au moins 3 ans, je n'ai plus de ces nouvelles. Donc, depuis, avant la fin 2019, je n'ai plus eu de ces nouvelles. Bref, il m'avait soufflé ça, que c'est ce qui est en train de se faire. C'est en préparation, c'est déjà là, c'est sur la table. Il y a un autre élément qui est entré en jeu, qui est entré en compte, c'était Franck Biya. Eux, ils n'avaient pas pris ça en compte. Donc, Franck Biya, qui représente le clan de Paul Biya, les frères de Paul Biya, le clan, on va dire, sans être tribaliste, le clan Boulou. Parce qu'il y a 2 clans là-bas à la présidence, le clan Nanga, du côté de Chantal Biya, et le clan Boulou, du côté de Paul Biya. Donc, les frères et cousins de Paul Biya et tout cela qui soutenaient, n'est-ce pas, l'opposition de Franck Biya, parce que Franck Biya, lui, n'était pas d'accord avec cette affaire, parce que lui aussi, il a des ambitions présidentielles. Et Franck Biya, même, il a été coopté par son père, mais seulement son père est déjà tellement vieux. Son père est déjà tellement vieux. Donc, voilà exactement ce qui se passait. Et il y avait donc non seulement la pression que nous avons mis au niveau international, parce qu'il y a eu beaucoup de grabuge avec cette affaire-là. Pour ceux qui se rappellent, 2019, c'était vraiment très, très, très chaud. Vraiment très chaud. Très, très, très chaud. Et pour ceux qui disent qu'ils aiment Paul Biya, je vous rappelle encore que Paul Biya est pris en otage. Paul Biya est en otage. Otage de sa femme, de Ferdinand Ngongo, et de tous les vautours qui sont autour. Paul Biya, à son âge, ne raisonne plus. Paul Biya ne réfléchit plus. Paul Biya est incapable de prendre une vraie décision. Paul Biya est comme un légume, il est pris en otage. Donc, les biaïstes qui passent le temps à railler sur les plateaux télé, et à bavarder ou à dire des choses insensées là, sachez que Paul Biya, que vous vénérez, sauf si vous êtes complice, Paul Biya, que vous vénérez, est pris en otage. C'est un vieux père qui est assis quelque part avec des vautours autour de lui. Il n'a plus parole. Donc, à l'heure où je vous parle là, c'est exactement ça. Donc, comme j'étais de disant ça à l'époque, Franck Biya s'est opposé. Il y a eu une grosse opposition, une très grosse opposition. Et donc, depuis là, ils étaient en pourparlers, négociations et tout. Récemment, Ferdinand Ngongo est venu ici, au sommet, à Bruxelles. Vous pensez que c'était pour rien? Non. Il est venu rencontrer encore tous ces gens-là pour être coopté. Il est venu se présenter comme étant celui-là qui va remplacer Biya. Il est venu se présenter comme le dauphin. C'est pour ça que Ferdinand Ngongo était à Bruxelles. Parce qu'il venait se présenter comme le dauphin. Donc actuellement, ils sont à la dernière phase. Ils vont tout faire pour valider. Parce que pour eux, le vol, tant que c'est légalisé, c'est légal. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont légaliser le vol, ils vont légaliser le coup d'État. C'est comme ça qu'ils font. Ils font passer le projet de loi à l'Assemblée nationale qui sera aussi validé par le Sénat au cas où. Le Sénat, c'est 90%, 99% RDPC. L'Assemblée nationale, c'est 95 ou 99% RDPC. Donc, il n'y a aucun obstacle. Donc, Franck Biya n'étant pas d'accord, il y avait une petite animosité, une petite rivalité avec Chantal Biya. D'ailleurs, il y a toujours eu cette rivalité avec Chantal Biya et tout ça. Et tout ces temps-ci-là, il y a eu un lobbying, même de la France. Il y a eu un lobbying de certains politiques français, hein, parce que les positions de la France aujourd'hui sont très mitigées. Il y a eu un lobbying où ils ont essayé d'arranger, n'est-ce pas, entre Chantal et Franck Biya, donc entre le clan de Chantal Biya et le clan de Ngongo. Et ils ont fini, tenez-vous tranquille, ils ont fini par trouver un accord. Je ne sais pas encore c'est quoi l'accord, mais je sais qu'ils ont fini par trouver un accord. Remarquez les récentes photos de l'anniversaire de Paul Biya publiées sur la toile. Chantal Biya tenait toujours à bien s'accrocher sur Franck Biya. C'est une façon, une gestuelle pour montrer aux gens que les deux sont d'accord, que les deux s'entendent, que les deux sont d'accord. Je vous répète bien. Les deux sont d'accord, les deux s'entendent. Donc, c'est une manière de vous montrer qu'ils sont arrivés à un terrain d'entente. Et c'était ça le plus dangereux. Pourquoi? Parce que
Ferdinand Ngongo et Chantal Biya ne pouvaient pas arriver à leur fin tant que Franck Biya s'opposait. Parce que Franck Biya s'oppose, ce sont ses frères qui s'opposent. Si les gars font un coup de force, c'est la guerre totale. Si les gars font un coup de force, c'est la guerre totale. Ferdinand Ngongo a tout fait pour mettre l'homme le plus dangereux du clan Biya en prison. Ce n'était pas pour rien, Mbengo. C'était l'homme le plus dangereux du clan Biya. Mbengo part en prison à cause des calculs politiques. Parce que Mbengo, c'est celui qui s'oppose farouchement. Non seulement à Chantal Biya, qui est la maîtresse des Toudi. Il s'oppose, et elle n'est pas la maîtresse de Toudi, elle est la maîtresse des Toudi depuis. C'est pas aujourd'hui. Donc, Edgar Alain Mbengo, c'était quelqu'un qui s'opposait drastiquement parce que lui aussi calculait ces choses. Donc, étant donné qu'il était le plus courageux et le plus virulent, il fallait le descendre. Voilà pourquoi Edgar Alain Mbengo a été incarcéré. Ce n'est pas à cause des affaires de détournement, de vol, de machins. Non, laissez ça. Si on veut, il voulait enfermer tous les gens qui volent. C'est que même celui-ci là, tous ces gens-là, les Motazé, les Grégoire Ouona et tout cela, c'est que tous cela sont en prison. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème de vol. Non. Ce n'est pas un problème de détournement. Non, non, non. C'est des règlements de compte politiques. Et Edgar Alain Mbengo étant très puissant, il avait un réseau très puissant. Il fallait le descendre. Et vous allez remarquer que les soutiens d'Edgar Alain Mbengo à la présidence, pour certains, ont été, certains sont morts bizarrement. Je vais vous donner un... Je vais aller encore regarder le nom du type de la garde présidentielle là, qui est mort bizarrement, comme ça, le commandant de la garde présidentielle. Bref, on reviendra sur le dossier là parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Donc, ce sont des règlements de compte politiques. Edgar Alain Mbengo, c'était quelqu'un de très dangereux qui était capable de faire une guerre pendant au moins 10 ans. Paul Biya lui-même, Mbengo était comme son fils. Donc Paul Biya en état sénile, parce que Paul Biya en état sénile, hein, pour ceux qui sont du corps médical, allez poser des questions. Quelqu'un qui est en état sénile, c'est quelqu'un qui est foutu. Il est un légume, on le manipule comme on veut. On le manipule comme on veut. Donc tout ce que vous entendez, Paul Biya a dit, haute instruction, patati patata, c'est faux. Il y a de cela des années, Paul Biya ne signe plus aucun document, aucun communiqué, aucun arrêté. Paul Biya ne signe plus rien. C'est la photocopie de sa signature que Ngongo met. Tout ça passe par le secrétariat à la présidence de la République. Et c'est Ngongo qui fait tout ça. Il facilite tout ça. Donc, depuis un certain nombre de temps, depuis au moins 4 ans aujourd'hui, voire même 5 ans, tous les documents officiels provenant de la présidence de la République, que ce soit les nominations, que ce soit les décrets, que ce soit les décharges pour retirer l'argent, que ce soit n'importe quoi, ce sont des faux documents fabriqués et signés par Ferdinand Ngongo. Donc, quand je dis signé, c'est qu'il a tamponné la signature de Paul Biya. C'est-à-dire la signature de Paul Biya est photocopiée. Donc, tout ce qui se passe au Cameroun actuellement, les nominations, les machins, sous haute instruction, sur haute instruction, intrusion des machins, tout ça là, c'est Ferdinand Ngongo avec l'aval de Chantal Biya, qui est son amante, selon les mauvaises bouches. D'ailleurs, moi, j'ai même validé ça, c'est sûr. Mais ça ne m'intéresse pas. S'ils font le truc entre eux, c'est un homme, c'est une femme. Mais qu'ils laissent les affaires du pays en dehors de ça. Mais seulement, même les affaires du pays sont mêlées à ça. C'est pour ça qu'on parle. Donc, voilà en réalité pourquoi vous entendez ce qui est en train de se passer là. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui était prévu depuis. Vous comprenez par là que ces gens ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Ces gens ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Ces gens ne modifieront jamais la Constitution. Ils ne modifient la Constitution dans le but de favoriser une élection présidentielle libre et transparente.
Ils ne modifieront jamais le code électoral dans le but de favoriser une élection libre et transparente. Ils ne modifieront jamais rien qui va les désavantager parce qu'ils savent que le peuple n'est pas avec eux. Dans une élection libre et transparente où les Camerounais s'en vont voter, Paul Biya n'aura même pas 100 voix. Je dis bien, Paul Biya, même dans son propre village, ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Donc, en fait, quand il dit Paul Biya, c'est que parce qu'ils vont mettre le nom de Paul Biya comme leur candidat, ce n'est pas comme si Paul Biya est encore capable de battre Cameroun ou bien quoi. C'est une façon de parler. Et vous pensez qu'ils ne le savent pas? Ils le savent. Ils savent que le RDPC, disons, le RDPC a une élection, que ce soit législative, municipale, présidentielle, régionale, communale, nanana. Ils ne peuvent pas, dans une élection libre et transparente, avoir même 100 voix dans tout le Cameroun. Je dis bien dans tout le Cameroun, même 100 voix. S'il y a 15 millions de votants, le RDPC ne peut même pas avoir 100 voix. Parce que même dans le RDPC, eux-mêmes, ils vont voter contre eux. Eux-mêmes, ils vont voter contre eux. J'ai dit même dans le RDPC. Donc, en fait, une façon de vous dire que ils sont conscients. Et c'est pour ça que les gars passent le temps à instrumentaliser les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils laissent le corps armé faire ce qu'il veut des populations. Terroriser les populations. Et en retour, le corps armé, n'est-ce pas, va les protéger. Ils instrumentalisent l'armée nationale, la police nationale, la gendarmerie nationale à leur fin. Donc, l'armée nationale, la gendarmerie nationale et la police nationale deviennent des valets. Ils deviennent comme des mercenaires. Parce qu'ils sont, pas qu'ils deviennent, ils sont devenus des mercenaires. Des mercenaires à la solde de ce régime. Donc, mes chers Camerounais, notre pays là que vous voyez là, quand nous on se place ici dehors, on parle là, c'est parce que quand on voit tout ça, ça nous fait mal. Ça nous fait vraiment mal. Le pays ici dans lequel je suis, si on veut parler peut-être des soins et même de l'école, le pays ici dans lequel je suis actuellement, quand je suis malade, je m'en vais voir mon médecin. Il me prescrit les médicaments. Je pars à la pharmacie, je dépose, on me donne les médicaments. Même 5 francs, je ne paye pas. Je dis bien, même 5 francs, je ne paye pas. Dans le pays ici dans lequel je suis actuellement, si j'ai l'enfant, les enfants vont à l'école ici, gratuitement. Quand tu arrives à l'université, l'État te donne de l'argent pour te faciliter ton année scolaire universitaire. Un argent que quand tu vas commencer à travailler, tu pourras rembourser. C'est comme ça que l'État fonctionne ici dans le pays où je me trouve. Et quand je dis l'argent, il donne parfois 15 000, il y en a, il donne 20 000 jusqu'à 25 000 livres sterling. Calculez. De 15 000 à 25 000 livres sterling par année d'études. Calcule combien ça fait en CFA. Le livre sterling, c'est 780 quelque chose en francs CFA. Donc, le gouvernement te donne l'argent pour te faciliter. C'est-à-dire, tu vas prendre la chambre, tu vas prendre le bus ou le taxi. Non, les étudiants ici ne payent pas le bus. Ils ont les cartes de bus gratuites, bus métro, ici dans le pays où je me trouve là. Ils ne payent pas le bus, c'est gratuit. Les étudiants, les infirmiers, les docteurs, le corps médical et le corps enseignant ici ne payent pas les frais. Le bus, les transports en commun là, tout ça, rien. Ils ne payent pas. Ils partent, les enfants vont à l'école de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, le lycée, le collège, gratuit. C'est quand tu veux partir dans les écoles privées là maintenant, que le parent veut t'envoyer dans les écoles privées, là, il peut payer. Mais en ce qui concerne l'école publique, ici, les enfants vont à l'école publique dans le pays ici dans lequel je me trouve gratuitement. Tu es malade, tu vas voir le docteur, on te donne les médicaments, on te donne l'ordonnance, tu passes seulement à la pharmacie, tu tends l'ordonnance. Le pharmacien ici là n'a pas de caisse. On n'achète pas les médicaments à la pharmacie ici. Le pharmacien ici fonctionne avec l'ordonnance du médecin. Donc il te donne l'ordonnance, il te dit va à la pharmacie, tu pars à la pharmacie, le pharmacien arrange le médicament, il te donne. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc vous voyez qu'un pays
qui a besoin de se développer va toujours faciliter le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Parce qu'un peuple en bonne santé et un peuple bien éduqué, c'est un peuple qui fait grandir le pays. Ce n'est pas le bavardage inutile. Beaucoup peuvent témoigner là. Et lorsque vous arrivez maintenant au niveau des ressources, vous vous rendez compte que ce pays-ci n'a pas de ressources. Le Cameroun a tellement de ressources que les Camerounais sont capables de vivre sans payer même les impôts. Sans payer les taxes, les impôts là, ils sont capables de vivre. On est capable de vivre au Cameroun sans payer les impôts. Donc, vous comprenez que le pays est tellement riche. Et ce régime se fait tellement de l'argent sur le dos des Camerounais. Au point où ils sont incapables de laisser la chance à un autre Camerounais pour qu'il puisse prendre les rênes du pouvoir et faire aussi ce qu'il peut. Vous voyez? Vous voyez donc que si rien n'est fait, le régime-là va se perpétuer encore. Donc ce que nous avons vécu ces derniers 40 ans, c'est rien. Parce qu'il y a un autre problème. C'est qu'ils ont passé le temps à piller et endetter le pays. Donc ça veut dire que s'ils continuent de rester là, ils vont continuer de piller jusqu'à vider toutes les ressources du pays. Vendre ça à l'étranger pour rien. Ramasser l'argent et aller ailleurs. S'acheter des villas, acheter des actions dans les entreprises, les trucs comme ils sont en train de faire actuellement. Donc, plus vous leur donnez du temps avec les caisses de l'État entre leurs mains, et plus vous leur accordez le temps de vol. Je parle de vol, oui, je sais. Le régime Biya et les oiseaux, ils sont pareils. Les deux volent. Mais le problème, c'est que l'oiseau vole. Il fait son nid. Mais le régime Biya vole et nie les faits. Ils vont toujours accuser les autres. L'oiseau vole et fait son nid. Le régime de Biya vole et nie les faits. Ils sont atteints tous de kleptomanie. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Dans la paix, ça ne marchera pas. Ça fait des années, on le dit. Je peux vous montrer une publication ici de moi, en 2018. De moi, en 2019, où je vous disais que le régime Biya dans la paix, ça ne marche pas. On peut essayer, mais ça ne va pas marcher. Après l'élection présidentielle, on a essayé, ça n'a pas marché. Fin 2019, j'ai encore des publications ici, même des vidéos, je vous disais déjà que moi, je suis pour une option de Sagat. C'est parce que nous savons que ce régime ne changera jamais. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ils ne savent rien faire d'autre que de voler. C'est des voleurs patentés. Ils ont la patente dans le vol. La première patente internationalement reconnue dans le vol, la corruption, la gabégie. Ils sont patentés là-dedans. Donc vous ne pouvez pas leur demander de faire ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent rien faire d'autre à part voler, tromper, tuer. Voilà ce qu'ils savent faire. Et c'est des grands boulangers. Tu vas négocier avec eux, ils vont te rouler dans la farine. C'est comme ça que ça marche avec eux. Avec eux, c'est Sagat. Voilà pourquoi j'espère, je prie que le peuple camerounais comprenne ça, prenne conscience et décide d'en découdre, décide d'en finir avec ce régime. Ce n'est que par là qu'on s'en sortira. Ce n'est que par là qu'on s'en sortira. Ne prenez pas à la légère cette affaire de modification de la Constitution parce que c'est ce qui est là, c'est prévu depuis. Les arrangements ont déjà été faits. Les postes ont déjà été distribués. Continuons de soutenir les enseignants dans leur grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent le but de leur revendication. J'ai appris
qu'il y a école morte au Cameroun à partir de lundi. Partagez le message partout, à vos voisins. Envoyez dans WhatsApp, partout. Dites à vos voisins de ne pas envoyer les enfants à l'école lundi. Dites-leur de ne pas envoyer. Lundi, c'est opération école morte. En soutien aux enseignants. Personne ne, tout le monde reste à la maison. Personne ne va venir vous forcer. Donc, vous qui me suivez là actuellement, ma page est redirigée vers le Cameroun. Donc, au moins 90% de mon audience maintenant, c'est au Cameroun. Si vous vous doutez, je peux vous montrer dans le téléphone. 90% de mon audience maintenant, c'est au Cameroun d'abord. Il y a Sylvine Carole qui dit... Oui, ma mère, il n'y a pas de problème. On peut organiser les marathons de direct et tout. Il faut sensibiliser un maximum. Voilà pourquoi je vous demande de faire encore un maximum de partage. Passez le message à tous ceux que vous connaissez, à vos voisins, vos familles. N'envoyez pas les enfants à l'école lundi. Chaque enfant reste à la maison. Regardez au point où nous en sommes. Il y a un conflit qui a éclaté sur le plan international. Et ce conflit est en train de se ressentir dans nos assiettes, dans notre vie quotidienne. Quelle aberration! Comment un pays comme le Cameroun peut dépendre du blé de l'extérieur? Comment un continent comme l'Afrique peut dépendre du blé de l'extérieur avec toutes les terres arables que nous avons? Ce n'est pas la magie que c'est quoi? Un conflit a éclaté en Russie, Russie contre Ukraine. Les gens se bombardent. D'autres trouvent ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'un pays bombarde un autre. Parce qu'ils vont toujours finir par s'arranger. Ça sert à quoi de bombarder, de tuer les innocents? On veut montrer qu'on est trop fort, on bombarde tout le monde. On veut montrer qu'on est trop fort, on bombarde tout le monde. Qu'ils bombardent les États-Unis, bombardent la France, on quitte sur ça. Je m'adresse comme ça à ceux qui justifient le bombardement de X ou de Y. Non. Ce n'est pas un pays ne doit pas bombarder un autre. Ils doivent toujours trouver une solution. Ça, c'est mon point de vue. Donc, j'étais de disant ce que les gens qui sont au pouvoir à Yaoundé n'ont pas pu faire du Cameroun un pays producteur. On ne produit rien, on importe tout. Maintenant, il y a un conflit au niveau international, ça nous touche. Pourtant, nous sommes les propriétaires de la matière première. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Nous sommes les propriétaires du pétrole. Mais le conflit là, ça fait que le pétrole augmente ailleurs et ça augmente aussi chez nous. Et pourtant, on devait profiter même peut-être de ce conflit-là pour se remplir les poches. Parce que si on exploitait nous-mêmes notre pétrole, on transformait nous-mêmes notre pétrole et on vendait à notre prix. Ce que le conflit-là ne nous dit rien. Ce que le conflit-là ne nous dit rien. Au contraire, on devait profiter. Si nous-mêmes, on avait commencé la culture, que ce soit du blé ou bien on s'était habitué à une autre farine ou bien des trucs comme ça là, qu'on était des producteurs, si nous-mêmes on était des vrais producteurs, c'est que le conflit là est plutôt en train de nous enrichir. Parce que quand les autres vont commencer à crier famine, nous on va dire attention, nous on a la nourriture, mais vraiment, vous savez, on peut vous vendre un peu, hein. On a le gaz, mais vous savez, on peut vous vendre un peu. On a le pétrole, mais bon, on peut vous vendre un peu, hein. On s'enrichit. Mais non. On laisse, ce sont les autres qui viennent, ils creusent, ils puisent notre pétrole, ils partent chez eux, ils raffinent et puis ils nous vendent. Et on achète à leur prix. C'est-à-dire, on impose que bon, le baril de pétrole maintenant c'est 100 $. On achète à ce prix-là. Après un jour, il se fâche, il dit non, c'est 150 $. On va acheter à ce prix. Pourtant, nous, on a le pétrole. Chez nous, on a le pétrole. Tout doigt là est sur le pétrole. On a le pétrole chez nous. Mais les dirigeants ont été incapables, n'est-ce pas, de faire de nous un pays producteur de pétrole. Parce que ne croyez pas que c'est le fait d'avoir le pétrole dans le sous-sol qui fait de toi un producteur de pétrole. Non. Il faut que tu sois capable d'exploiter et de transformer ta matière première pour en faire de ça une richesse. La preuve, l'Afrique a toujours eu les plus grandes mines d'or, les plus grandes mines de diamants, mais nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais su exploiter et faire de ça une richesse. La matière première, là, certes, c'est une richesse, mais qui n'a aucune valeur. C'est à toi de donner la valeur à ce que tu as. Et vous voyez que nos dirigeants
Ils font ça pourquoi? Parce que quand on vient faire les contrats pétroliers, les contrats miniers et consorts, ils encaissent de l'argent. Donc eux, ils ne pensent pas à la population. Non, ils encaissent de l'argent. On va exploiter le pétrole, ils vont amener les bateaux, ils vont puiser le pétrole brut, partir chez eux avec. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de litres, partir chez eux avec. Ensuite, ils vont transformer chez eux et ils vont nous vendre. Ils vont maintenant nous vendre à leur prix. Ils font de même avec le cacao, avec le chocolat. Ils font de même avec le bois. Ils font de même avec tout. On a réussi à nous vendre même l'eau salée. Vous savez que le truc qu'on met, le sérum physiologique qu'on met dans le nez des bébés quand ils se mouchent là, je le dis souvent ici chaque fois, c'est l'eau salée. Hein. On importe ça. Au Cameroun, on importe l'eau salée. Ce n'est que l'eau salée. Nous, on importe. Donc, mes chers frères, je ne vais pas trop crier ce soir. Je ne vais pas trop railler. Je veux que le peuple camerounais prenne l'exemple de ce qui s'est passé au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Soudan et consorts. Que chacun prenne ses responsabilités. C'est tout. Chacun met en place une stratégie. C'est tout. Notre pays, c'est notre pays pour nous tous. Ce n'est pas le pays des uns plus que les autres. Non, c'est notre pays, nous tous. Et on ne peut pas laisser une bande de petits vieillards kleptomanes dicter la conduite à une grande majorité de jeunes. J'ai toujours coutume de vous dire, eux là, ils ne sont pas forts. C'est nous qui sommes faibles. Ou alors, nous ne connaissons pas notre force. Laissez, ouvrez-vous. Et laissez parler votre force intérieure. Ouvrez-vous et laissez parler votre force intérieure. Le peuple n'a jamais tort parce qu'il a la force du nombre. Le peuple n'a jamais tort parce qu'il a la force du nombre. En ce qui concerne les enseignants, plus les enseignants seront nombreux et plus le temps de résoudre leurs problèmes sera raccourci. Donc, que ce soit les enseignants du privé, que ce soit les enseignants, rejoignez vos collègues. La solidarité doit vous pousser à rejoindre vos collègues, excusez-moi, à rejoindre vos collègues, excusez-moi pour le lapsus. La solidarité doit vous pousser à déposer la craie et rejoindre vos collègues dans leur grève. Parce que ce qui leur arrive aujourd'hui, ça va vous arriver demain. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le privé, non. Tingwe de du cacao, naïgo du café. Voilà. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.